Allez, c'est parti. Merci à tous. On est à peu près dans les temps. Merci aussi évidemment à ceux qui nous suivent en ligne. On a un petit peu de retard, mais ils sont en effet nombreux à nous suivre directement sur le Teams. Merci à tous d'être là. L'année dernière, on était exactement au même endroit pour une conférence avec, à l'époque c'était Emery Jacquia, mais aussi le labo Sciences et Nature, les fermes de Pauline et Commerceau. On avait évoqué l'essor des entreprises à mission. Vous avez vu que dans l'année, c'est un sujet aussi qui a fait beaucoup parler de lui. Là, cette fois, on a décidé en effet de poser une question, qui est une question vaste, que beaucoup se posent aujourd'hui. Cette année a aussi été très marquée par toutes ces questions-là. Évidemment, dans cet hémicycle, ça résonne d'une façon particulière, puisque la région est en pleine rédaction d'un schéma régional de développement économique et d'innovation en lien avec sa feuille de route Néoterra. Et donc, on a souhaité, et nous avons la chance d'avoir des super intervenants aujourd'hui, et notamment monsieur Philippe Biwix, que, vu votre affluence et l'affluence en ligne, je pense un certain nombre d'entre vous connaissent. Philippe Biwix, merci à vous d'être cette année notre intervenant principal et d'avoir accepté de jouer le jeu et puis d'être dans un temps d'échange après aussi avec d'autres intervenants. Donc Materup, qui est une entreprise qui commence à être bien connue en région Nouvelle-Aquitaine, et l'Estia, qui est une école d'ingénieurs aussi qu'on ne présente plus et qui est basée dans le Pays Basque. Et puis on a aussi avec nous monsieur Sébastien Nominé de CDN Horse sous la marque MyGroom, et vous le verrez, il a un produit étonnant en plein développement, et on pense que ça va coller avec aussi les propos de Philippe Biwix. Philippe Biwix, alors, je pense qu'un certain nombre vous connaissent, ont certainement déjà lu aussi votre ouvrage qui est connu, hein, qui s'appelle L'âge des low-tech, que vous avez sorti il y a maintenant, si je ne dis pas de bêtises, pas loin de 7 ans. Donc on sera assez vite tenté de vous demander si en effet la low-tech ça a fait des petits depuis. Mais vous êtes aussi directeur de l'AREP. Et l'AREP, c'est le cabinet d'architecture de la SNCF. J'ai vu aussi sur votre site web que l'AREP est en train de s'engager aussi dans un renouveau de l'architecture, en tout cas quelque chose qui est recherché de cet ordre-là. Et donc la sobriété est à la fois dans vos écrits, mais aussi, si je comprends bien, dans ce cabinet d'à peu près 1000 personnes. Donc avant de vous laisser la parole, on va évidemment repréciser qu'on va avoir un temps avec Philippe Biwix d'une vingtaine de minutes, puis après on rentrera dans un temps d'échange avec les différentes entreprises. Si on a le temps aussi avec vous dans la salle, je l'espère, voilà, n'hésitez pas depuis le Teams aussi à poser un certain nombre de questions, et sachez qu'on pourra retrouver ce replay aussi en ligne sur la chaîne YouTube de la région, mais aussi celle d'ADI. Alors Philippe Biwix, ici on est quand même sur un lieu où justement on questionnait la sobriété face à la technologie, mais aussi à un monde industriel, vous l'avez vu dans l'AG tout à l'heure. Est-ce que ce monde industriel est suffisamment engagé? Est-ce qu'il rate le coche où il est déjà bien engagé sur les sujets de la transition environnementale, peut-être plus vite que sur les sujets de transformation numérique notamment? Qu'est-ce que c'est que la low-tech? Est-ce que les choses sont réconciliables? Je vous laisse la parole. Merci à vous en tout cas. Oui, merci Antoine, et merci à ADI et aux organes de gouvernance pour cette invitation. Je me sens tout à fait à la maison, si je puis dire, parce qu'effectivement, je suis ingénieur et je suis moi-même dirigeant d'entreprise. Donc, je suis confronté, moi aussi, en direct à la question de ces enjeux de transition et d'embarquer des équipes, des clients, des fournisseurs dans une aventure qui est complexe. Alors, peut-être je commence directement avec la question des low-tech, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas vous vendre un retour à l'âge de pierre, à l'âge des cavernes ou à la lampe à huile, pour reprendre un bon mot présidentiel, si vous vous souvenez de cette écologie des Amish. Alors oui, depuis 7 ou 8 ans, effectivement, les low-tech ont un petit peu progressé. Il y a d'ailleurs eu un rapport de l'ADEME assez récemment. Il y a des enseignements low-tech qui commencent dans certaines écoles d'ingénieurs. Et j'ai mesuré le fait qu'effectivement, il y avait un petit peu d'avancement, au fait que Luc Ferry en a parlé dans le Figaro à plusieurs reprises, en disant d'ailleurs que si on revenait massivement au low-tech, il y aurait beaucoup de morts
On allait tous mourir parce que, évidemment, les low-tech dans la médecine, ça voulait dire qu'il n'y aurait plus d'IRM, il n'y aurait plus de laser, il n'y aurait plus de robots chirurgiens. Et donc, ça faisait effectivement très, très peur. Alors, ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'on pourrait dire, par exemple, avec la pandémie Covid-19, finalement, au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y avait des reportages sur la Chine qui s'était confinée avant nous, on avait des robots qui désinfectaient les rues, on avait des drones de surveillance qui déposaient aussi des colis aux gens. Et puis, il y a même eu à Singapour le robot chien de Boston Dynamics, vous savez, Spot, ce robot un petit peu étrange là, qui courait à côté des joggers pour vérifier qu'ils avaient bien le respect des gestes barrières. Et en fait, évidemment, il y a eu une réponse de la pandémie qui a été très high-tech. C'est impressionnant d'ailleurs la manière dont les vaccins ont été développés. Mais finalement, malheureusement, 99% de la réponse de l'humanité à cette pandémie de 2020, ça a été affreusement low-tech. Quand je dis affreusement, parce qu'évidemment, il y avait un côté un petit peu imposé, mais quand je dis low-tech, c'était que c'était comportemental. Il s'agit d'abord de rester chez soi, de s'enfermer, de se moucher dans son coude, et puis ensuite de commencer à faire quelques masques do-it-yourself en tissu, en attendant qu'on ait quelques masques avec des meilleures normes. Et voilà, donc on a été dans une réponse qui a été à la fois high-tech et low-tech, et c'est là que finalement qu'on a trouvé de la résilience, et ça peut être intéressant peut-être de se projeter sur d'autres réflexions justement d'hybridation entre les high-tech et low-tech. Alors peut-être vous expliquer pourquoi je ne suis pas particulièrement technophobe. J'ai fait une école d'ingénieur, et donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis prudent avec les réponses technologiques, la course en avant high-tech qui nous permettrait peut-être de résoudre un certain nombre de problématiques avec le passage aux énergies renouvelables, avec des smart grids, vous savez, ces réseaux intelligents qui vont équilibrer la demande variable et l'offre intermittente des énergies renouvelables, etc. Alors, il y a essentiellement 3 raisons. La première raison, c'est la question des ressources. Voilà, moi, je suis tombé dans la question des ressources. Vous savez, la table de Mendeleïev, la 60aine de métaux qu'on utilise dans tous nos objets, dans toutes nos infrastructures. Alors là, il y a une dizaine d'années, c'était encore très confidentiel. Aujourd'hui, je pense que toutes les grandes agences, la Commission européenne, l'Agence internationale de l'énergie, l'OCDE, la Banque mondiale, tout le monde y va de son rapport et sur le fait que l'électrification, le passage aux énergies renouvelables et les besoins de stockage vont créer en fait un besoin d'extraction supplémentaire de ressources. Alors pas que des fameuses terres rares, mais on va dire des métaux d'une manière générale. Ça va du cuivre au zinc, au plomb, au cobalt, au lithium et autres. Et qu'il va falloir multiplier parfois par 2, par 3, par 4, par 5, par 10, par 20, par 30 la quantité de métaux qu'on va devoir extraire. La numérisation, évidemment, aussi est un impact important. Alors ça, on peut le faire, en fait. On a fait déjà des multiplications par 5 ou par 10, ça s'appelle la croissance, bien sûr, et on n'est pas tombé en panne. Il y a beaucoup de métaux dans la croûte terrestre. Tout est une question technique et technologique et économique pour les extraire. Mais la question, c'est avec quel impact environnemental, avec quelle consommation d'énergie, et d'ailleurs quelle consommation d'énergie fossile. Aujourd'hui, quand on ouvre une nouvelle mine de cuivre, pour accompagner la croissance du cuivre, eh bien, la teneur du minerai est de 0,5%, c'est-à-dire qu'on extrait 200 tonnes de minerai pour extraire une tonne de cuivre, là où il y a quelques dizaines d'années, il fallait récupérer seulement du cuivre à 2%, c'est-à-dire on extrayait 50 tonnes et non pas 200. Vous imaginez bien que si on extrait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de tonnes pour extraire la même quantité de métal, eh bien évidemment, on va augmenter la consommation énergétique. Alors ça ne serait pas forcément très grave avec les métaux, parce que finalement les métaux, l'avantage par rapport au baril de pétrole, c'est qu'on ne le perd pas, on ne le jette pas, on ne le brûle pas, il ne finit pas dans l'atmosphère, il est dans nos bâtiments, dans nos infrastructures, donc on peut passer dans cette économie circulaire et se dire finalement on extrait une certaine quantité de chacun de ces métaux dont on a besoin, et puis ensuite on va faire du recyclage, et là aussi on a du progrès technologique. Le problème, c'est que l'enrichissement technologique de nos objets, la manière dont on utilise les métaux, avec des dizaines d'alliages, enfin des alliages qui contiennent des dizaines de métaux différents, avec des usages dispersifs, dissipatifs parfois, la bouillie bordelaise, le sulfate de cuivre, on va la répandre sur la terre agricole, vous imaginez bien qu'on ne va pas ensuite la recycler, mais il y a plein d'autres cas. On utilise les métaux comme colorants dans les peintures, dans les encres, dans le papier, dans les feux d'artifice, que sais-je, dans les missiles, bien sûr, hommage à l'Ukraine. Donc on est en fait à enrichir avec les métaux, notamment de l'électronique, eh bien, on s'éloigne en fait de l'économie circulaire au lieu de s'en approcher. Et j'en veux pour preuve qu'il y a une trentaine de métaux sur la 60aine de métaux qu'on utilise qui sont aujourd'hui, à l'échelle mondiale, recyclés à 0%.
moins de 1%, disent les scientifiques qui sont toujours des gens prudents, vous le savez, mais en réalité ça veut dire à peu près zéro. Et pourquoi? Eh bien parce que dans un smartphone qui contient une quarantaine de métaux différents, en très petite quantité souvent, quelques milligrammes, quelques dizaines de milligrammes, eh bien quand vous allez mettre ça dans un four après avoir broyé, eh bien on a beau être très très fort et réussir à extraire une dizaine, une quinzaine de métaux, mais sûrement pas les 40. Et donc en fait l'enrichissement technologique, le high-tech nous éloigne de l'économie circulaire au lieu de nous en rapprocher. Alors évidemment, quand on parle de matières premières, quand on parle de chaîne de valeur, évidemment il y a cette exposition aussi mondiale. Hein. Voilà, aujourd'hui on parle beaucoup du gaz et du pétrole de Russie, un petit peu du charbon aussi ces derniers jours. La Russie est aussi un grand producteur de titane, de nickel, de platine, de tous les platinoïdes, rhodium, etc. Le platinoïde, c'est même le seul producteur mondial avec l'Afrique du Sud. Donc on a aussi une exposition. Plus on consomme de matières premières, plus on enrichit nos objets, et plus on est dépendant de chaînes de valeur mondiales. On a vu aussi des exemples dans l'électronique avec la production de microprocesseurs à Taïwan, par exemple. Donc voilà, problème des ressources. Deuxième sujet, c'est le sujet que moi j'appelle l'effet système, c'est-à-dire d'avoir l'impression que en fait, on fait des choses de plus en plus efficientes, de plus en plus efficaces, effectivement, et que ça va régler le problème finalement parce qu'on va avoir des voitures qui vont consommer de moins en moins. Peut-être demain la voiture autonome, par exemple, nous rendra tous covoitureurs, partageurs, donc on va construire moins de voitures, on va pouvoir se déplacer avec des voitures qui vont nous déposer au travail, puis qui ensuite prendront ma grand-mère pour aller lui faire des courses, etc. Et en fait, pour installer ça, pour installer la voiture autonome, pour installer la Smart City, par exemple, eh bien, il faut aussi installer l'infrastructure télécom et l'infrastructure numérique qui va permettre de faire tous ces calculs, ces déplacements. Et la question à ce moment-là, c'est quel est le coût environnemental de cette infrastructure? Et est-ce que les économistes parlent de rapport coût-bénéfice? Est-ce que les bénéfices environnementaux qui vont être amenés par ces dispositifs technologiques vont être supérieurs aux coûts réels? Et là, effectivement, on se retrouve avec les questions d'impact environnemental du système numérique. Vous savez qu'aujourd'hui, le système numérique au niveau mondial, c'est plus que le transport aérien avant la Covid-19, de l'ordre de 1 milliard de tonnes d'émissions de CO2, et ça croît évidemment assez vite avec l'installation de nouveaux data centers, etc. Et donc tout ça, c'est la génération de données et de calcul de données qu'il faut ensuite mettre quelque part. Et puis le dernier problème, dans les promesses technologiques, c'est la question de l'effet rebond. Alors ça, l'effet rebond, peut-être vous connaissez cet économiste, Stanley Jevons, au 19e siècle, dans les années 1860, quand le Royaume-Uni produit la moitié du charbon mondial et exporte beaucoup. Il y a des inquiétudes de l'industrie. Déjà à l'époque, on disait est-ce qu'on ne va pas avoir un problème de charbon? Il faudrait garder le charbon pour l'industrie anglaise des décennies prochaines. Et les machines à vapeur, évidemment, à l'époque, il y a du progrès et consomment de moins en moins de charbon. Tout va bien, et donc on devrait se dire c'est bien pour le même travail mécanique fourni, on va consommer moins de charbon, donc la facture de charbon va baisser. Et évidemment, Jevons a cette intelligence de dire mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Si la machine produit moins de charbon, elle va être moins chère. Elle va produire du travail mécanique moins cher, donc il va y avoir de plus en plus de machines qui vont se répandre dans les fabriques, dans les manufactures. Et donc globalement, même si chaque machine consomme moins, eh bien on va avoir beaucoup plus de machines et donc la facture globale va augmenter et c'est effectivement ce qui se passe. Et cette efficacité technique et technologique, vous le savez dans les entreprises, consommer moins d'énergie, consommer moins de ressources, c'est facteur de compétitivité, il n'y a pas de problème, tout le monde est d'accord pour faire ça. On le fait depuis longtemps d'ailleurs et on va continuer à le faire, c'est toute la trajectoire technologique de l'humanité. Eh bien cette efficacité technique, en fait, elle se convertit en une efficacité économique et du coup, l'offre qui est moins cher, va créer de la demande et ça se passe encore aujourd'hui. Le covoiturage de longue distance n'a pas vidé les voitures des routes, c'est juste qu'on peut se déplacer plus facilement et faire Bordeaux-Paris pour 15 €. Dans le numérique, évidemment, les progrès sont phénoménaux. La 5G, c'est beaucoup plus efficace que la 4G pour transporter un octet, mais globalement, il va y avoir beaucoup plus d'octets à transporter, etc., etc. Donc voilà un peu les contraintes des high-tech, les ressources, l'effet système ou les effets indésirables et puis l'effet rebond. Alors du coup, on en vient à la question des low-tech. Alors qu'est-ce que ça peut être les low-tech? C'est finalement d'essayer de capturer le progrès technologique justement et de concevoir des choses, des produits, des services en essayant d'abaisser la facture environnementale. Alors, comment on peut faire ça? Pour moi j'aime bien parler de démarche. C'est pas de dire il y a des objets low-tech et d'autres qui ne le sont pas. C'est plutôt de dire qu'on va s'inscrire dans une démarche. La démarche, c'est de se poser 3 questions. Pourquoi, quoi, comment? D'abord, pourquoi est-ce que je produis?
pourquoi est-ce que je fabrique quelque chose. Donc se dire qu'à chaque fois qu'on va rentrer des ressources dans le cycle économique, quelque part, eh bien, le recyclage sera imparfait, alors parfois très imparfait, comme on l'a vu, et parfois on arrive à recycler une partie, mais on en perd toujours un peu. C'est le second principe de la thermodynamique, hein. On ne peut pas recycler à 100%, c'est impossible, il n'y a rien qui est vert, il n'y a rien qui est 100% écolo. Donc du coup, faire de la sobriété, faire de la frugalité. Alors la sobriété, c'était un mot qu'on n'utilisait pas trop. Il y a une dizaine d'années, peut-être, c'était plutôt dans le domaine de l'alcoolisme qu'on parlait de sobriété. Hein. C'est le contraire de l'ébriété, mais on pourrait se dire qu'on est dans une certaine ébriété, hein, dans notre consommation d'énergie et de ressources. Alors la sobriété, aujourd'hui, c'est plus un mot tabou. Hein. On le voit dans tous les rapports, la stratégie nationale bas carbone, l'ADEME, le rapport de RTE. Il y a eu beaucoup de rapports qui sont sortis à l'automne. Hein. C'est la saison présidentielle. On le voit dans le débat sur l'Ukraine aujourd'hui, un appel à la sobriété énergétique. Donc on peut faire plein de choses. Alors dans le domaine par exemple de la mobilité, on pourrait faire, avant de passer tous au vélo, on sait bien qu'on ne peut pas tous passer au vélo demain matin, mais faire déjà des voitures beaucoup plus petites, beaucoup moins puissantes. Hein. Voilà un effet rebond aussi. Nos moteurs n'ont jamais été aussi efficaces, mais nos voitures sont plus puissantes, sont plus grosses, plus sûres, sans doute plus confortables, mais elles consomment du coup autant qu'autrefois. On pourrait aussi construire moins, tout simplement. On sait que le bâtiment, on peut essayer de s'inscrire dans une logique de biomatériaux, etc., de ciment vert, mais on verra tout à l'heure avec MatterUp. Mais sauf que voilà, il y a un moment, on construit trop, alors qu'on pourrait intensifier l'usage de l'existant, l'usage des lieux, alors des lieux publics. On peut aussi réintensifier, réfléchir à des logiques de recohabitation et non pas de décohabitation. Vous savez qu'en France, quand on a une personne de plus sur le territoire, on met 2 logements en chantier et on en manque quand même. Et avec évidemment des phénomènes derrière de réduction de la taille des foyers et de métropolisation. Une fois qu'on a dit pourquoi et qu'on a essayé de faire de la sobriété, de la frugalité partout, on peut passer à la question de l'éco-conception, hein, de pousser l'éco-conception dans une logique évidemment de choix de matériaux, de recyclabilité, mais aussi et surtout de réparabilité, de réutilisation, hein, de modularité, de rentrer dans un âge de la maintenance, dans un âge du prendre soin. J'ai bien aimé l'idée de la carte électronique tout à l'heure. On est tous confrontés à ça. Hein. Moi, j'ai une chaudière qui fait on-off avec un capteur de température. Et voilà, vous avez une carte électronique qui est grande comme ça. Et quand vous avez un composant dessus qui tombe, et bien évidemment, c'est l'échange standard de la carte qu'on va faire. On n'est plus capable de faire cette réparation-là. Donc réparer, transmettre, hein, nos villes, il faut les réparer, les transmettre. La ville de 2050, elle est déjà là. Ce n'est pas celle qu'on va construire demain avec des super normes. Les nouveaux bâtiments, c'est marginal. Et donc au lieu d'être dans cette logique du consommer et jeter comme on peut être aujourd'hui. Et puis la troisième question, c'est la question du techno-discernement, hein, c'est-à-dire le comment. Comment est-ce que je vais produire ce que j'ai à faire? Donc se dire que voilà, chaque précieuse ressource que j'extrais, elle ne sera pas disponible quelque part pour les générations futures. Ça ouvre des questions morales et éthiques d'ailleurs potentielles assez effrayantes. Et donc se dire, voilà, où est-ce que j'utilise pour de vrai? Et donc pour revenir sur le bon mot de Luc Ferry, se dire, voilà, OK pour la technologie à l'hôpital, j'ai pas de problème avec la radio numérique du dentiste et j'ai pas de problème avec un certain nombre d'usages, par exemple d'objets connectés pour des logiques de sécurité. Sécurité, j'entends des équipements, par exemple, dans les industries de réseau. Par contre, j'ai un problème avec le réfrigérateur qui fait ses courses tout seul sur Internet. J'ai un problème avec le distributeur de croquettes pour chats connectés avec dispositif de reconnaissance faciale pour être sûr de ne pas nourrir les chats du quartier, parce qu'évidemment, sinon, tout le monde va aller se servir. Et vous pouvez suivre le poids du chat sur votre smartphone pendant les vacances, mais ce sont des objets qui existent et qui se vendent réellement. Et donc, pas de problème, évidemment, aussi avec du high-tech, d'une certaine manière, dans des usines, quelque part, parce qu'évidemment, se passer du high-tech, ça serait revenir, on ne va pas revenir aux forgerons de village pour fabriquer des chaînes de vélo, des dérailleurs et des câbles de frein, ça serait très très difficile de faire tout ça. Donc évidemment, garder une composante high-tech et l'efficacité dans un certain nombre d'usines, bien sûr, mais par contre que nos objets, eux, se désenrichissent d'un point de vue technologique quand ce n'est pas nécessaire. Alors aujourd'hui, évidemment, on n'en est pas tout à fait là, parce qu'on continue à faire de la machinisation. On continue à remplacer finalement des gens par des logiciels, d'une certaine manière. On parle de cette intelligence artificielle qui va même faire juriste à la place des juristes et autres. Et évidemment, tout ça, c'est remplacer du travail humain renouvelable par de la consommation inéluctable de ressources et de la consommation énergétique. Donc comment faire tout ça? C'est loin d'être évident.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est de faire de l'innovation. Bien sûr, on va continuer à faire un peu d'innovation, je ne sais pas, dans la chimie des batteries. Enfin, il y aura de l'innovation technique et technologique, il faut qu'il y en ait, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi faire une autre innovation. Les solutions ne sont pas techniques, elles sont socio-techniques. Elles vont embarquer les usages, elles vont embarquer les comportements. Et donc, ça doit être une innovation qui doit être aussi sociale, sociétale, culturelle, organisationnelle. J'aime bien prendre l'exemple, par exemple, des circuits courts et de la question du retour de la consigne, par exemple, dans les emballages. Nettoyer une bouteille, on sait faire ça depuis assez longtemps, il n'y a pas de problème, il n'y a pas tellement d'innovation technologique là-dedans. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que des bouteilles soient récupérées, soient lavées, soient réembouteillées peut-être par la microbrasserie du coin, le fabricant de jus de fruits, le laitier, que sais-je? Eh bien, c'est en fait en mettant autour de la table des magasins, des distributeurs, des logisticiens, des stockeurs, des clients, des transporteurs, et réussir à faire en sorte de refaire émerger un nouveau système, des nouveaux modèles économiques. Et c'est une innovation qui est évidemment beaucoup plus compliquée que l'innovation du métavers et de Zuckerberg qui est en train d'embaucher des milliers d'ingénieurs. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Je pense que ça peut être déjà en se câblant un peu sur ces questions-là et en se posant à chaque fois des questions finalement sur l'utilité, sur les choix qu'on peut faire, sur quel type de service, quel type de produit on peut proposer. Évidemment, tout ça sans se faire harakiri et avec des contraintes économiques, je m'en doute bien. Et c'est là qu'intervient pour moi aussi la puissance publique. Alors, à différentes échelles, il y a, je pense, l'échelle étatique avec des questions réglementaires. On disait tout à l'heure la voiture. Qu'est-ce que c'est une voiture finalement? Est-ce qu'une voiture qui fait 1,8 tonnes, c'est une voiture? Ou est-ce que c'est un char d'assaut et c'est pas accessible avec le permis B? Je ne sais pas. Il y a des questions fiscales. À mon avis, pour rentrer dans un âge de la réparation, dans un âge du prendre soin, il y a une vraie question fiscale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez aller réparer votre aspirateur en panne ou c'est pas juste une histoire de pièces détachées, c'est pas juste une histoire de compétences, c'est aussi une histoire de prix. Mon bon monsieur, rien que de l'ouvrir, vous faire le devis, ça va vous coûter le prix du neuf et en plus, je vous garantis pas qu'il va marcher, donc achetez-en un neuf. C'est vrai aussi dans le bâtiment, par exemple, dont on voit sur la question du réemploi, faire de la déconstruction précautionneuse dans un bâtiment, c'est beaucoup plus compliqué. Ça prend plus de main-d'œuvre que de tout simplement démolir et venir avec une grosse pince et mettre tout ça dans un camion benne. Donc, il y a une question fiscale sur finalement aujourd'hui le fait qu'on fait tout peser sur le travail humain, la protection sociale, l'assurance maladie, chômage, retraite, alors que finalement, il faudrait progressivement faire peser ça sur les ressources et sur l'énergie. Alors, ça ouvre évidemment des questions de transition juste, etc. Exemple aussi sur la Commission européenne qui vient de rendre justement la performance énergétique qu'il faut la rendre plus transparente sur la plupart des biens de consommation usuels, par exemple. Ça vient d'être acté il y a très peu. C'est aussi des signaux importants. Exactement, ça va tout à fait dans le bon sens. Il y a aussi, on pourrait aussi poser en parlant d'Europe, poser la question des mécanismes d'ajustement aux frontières. On ne dit plus barrière douanière, ça serait malvenu, mais voilà, c'est bien la même chose. C'est de dire finalement, s'il y a une transition qui se passe en Europe avec des enjeux de coûts de CO2 internalisés, il faut effectivement que les produits qui eux, arrivent et franchissent la frontière aient aussi une garantie de ce même contenu CO2. On a eu l'exemple du ciment, sur le quota, par exemple, des ciments, et le fait que, du coup, on pouvait importer du clinker ou du ciment sans être soumis au quota CO2 européen. Alors ensuite, si je descends sur une échelle qui est plus territoriale, plus régionale, il y a encore un rôle de la puissance publique, et c'est ce qui était un peu illustré ce matin aussi, sur la question du pouvoir prescriptif, évidemment. Qu'est-ce qu'on achète? Quel produit? Quel service? Évidemment, il y a une puissance, une force de frappe de la puissance publique, des administrations, des entreprises publiques là-dessus, pour effectivement entraîner et créer des filières, des questions aussi évidemment d'exemplarité, de choix, de qu'est-ce qu'on va soutenir ou pas. C'est vrai qu'il y a... est-ce que dans les plans d'investissement d'avenir, on est sur la blockchain, le machine learning et autres trucs très numériques parce qu'il y a un côté hype à tout ça, ou est-ce qu'on est effectivement sur les circuits courts, le chanvre, l'isolation, la réparation de vélos et autres. Donc, inventer un nouveau système qui soit potentiellement plus riche en emploi. Je pense que ce qui nous fait peur aujourd'hui, c'est la question de l'emploi, c'est normal, c'est ce qui guide la puissance publique, entre autres, et ce qui guide aussi, d'une certaine manière, les entreprises dans leur pérennité. Mais on peut inventer un autre système technique, commercial, industriel, qui soit riche en emploi potentiellement, qui soit aussi peut-être plus désirable pour les populations, qui soit plus résilient. Ce mode
ce mot qui commençait déjà à être à la mode avant la crise de 2020, mais auquel on a fait face de manière encore plus forte, et avec des nouveaux référentiels potentiellement culturels, sociaux et sociétaux. Et on peut tout à fait imaginer une articulation territoriale avec de l'agroécologie plus riche en emplois, des micro-ateliers, des micro-usines de fabrication, de réparation des produits du quotidien, et qui soient plus proches des territoires. Voilà pour la petite introduction, et je suis ravi de pouvoir échanger derrière avec quelques expériences réelles. Merci Philippe pour ces points très éclairants et qui font en effet d'emblée écho aussi, je pense à l'entreprise qui est avec nous aujourd'hui, qui est Materop. Vous venez des Landes. Merci à vous deux d'ailleurs d'être venus, mais je crois que vous êtes venus un peu plus en force. Il y a vraiment tous les associés fondateurs qui sont présents dans la salle. Donc merci à vous. Peut-être donner la parole à Julie Forneville pour faire écho à ce que vient de dire Philippe, mais aussi nous présenter Materop, qui donc a des solutions de ciment bas carbone, pour le faire très très simple, mais qui fait aussi bouger son modèle, qui est en forte croissance. C'est intéressant, je pense qu'on fasse ce parallèle. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait low-tech en soi, vous nous le direz, mais vous êtes dans une démarche, en tout cas, y compris de sobriété, peut-être qui s'en rapproche. Donc, je vous en prie, n'hésitez pas à vous présenter et puis à rebondir aussi sur des choses, évidemment, qu'aura dit Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors effectivement, low-tech, je ne sais pas, nous avons des experts qui pourront plus en juger. En tout cas, sobriété, oui. Aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous quelques constats. 8% des émissions de CO2 sur la planète sont dues au béton. À l'industrie du béton. Le rapport du GIEC, très récemment, nous a alerté sur l'urgence pour pouvoir maintenir à 1,5 degré l'augmentation sur la planète de la température, d'agir dans les 3 prochaines années. Donc on a une notion d'immédiateté qui nous interpelle tous très fortement. Et puis bien entendu aussi la crise géopolitique avec un problème sur l'énergie, donc à la fois un problème d'approvisionnement. Aurons-nous demain assez d'énergie et également un problème de coût. Si on réussit à en avoir, à quel coût? Et donc, en se basant sur ce constat, Materop, aujourd'hui, s'inscrit dans une volonté de sobriété en proposant une solution de rupture pour fabriquer un ciment qui est produit à base d'argile crue, non chauffée, non cuite, qui permet d'avoir un béton qui est local, durable, en circuit court et bas carbone. Tout ça, bien entendu, sans compromettre ni la qualité ni les performances du béton. On est sur un béton équivalent au béton conventionnel utilisé aujourd'hui. La différence, c'est que ce béton, il a un ton pierre, donc il ressemble à la pierre qu'on peut voir partout autour de nous, à Bordeaux par exemple. Donc il y a un côté esthétique qui n'est pas désagréable. Nous avons également la création d'emplois non délocalisables, puisque c'est une industrie où on a des emplois qui sont ici, à côté de chez nous. Et puis le dernier point, c'est l'utilisation des outils qui sont les mêmes. Ce seront les mêmes maçons, les mêmes camions, les mêmes outils. On ne remet pas en cause ça, on n'a pas besoin de changer tout pour utiliser notre technologie. Cette technologie vient s'insérer dans les usages qu'on a tous aujourd'hui. Alors la sobriété qui était au cœur des débats aujourd'hui, elle vient s'inscrire donc à la fois sur une sobriété technologique, puisque on utilise de l'argile sans cuisson, donc ce qui permet de réduire drastiquement l'utilisation de l'énergie et qui s'appuie sur 35 brevets internationaux. Et on a également une sobriété dans le cycle de vie du produit, c'est-à-dire qu'entre l'extraction de l'argile en local, la production, la distribution qui est en circuit court et la mise en œuvre, on utilise tout en local. Pour preuve, notre première usine pilote qui est dans les Landes, qui a un objectif d'irriguer le bassin de vie des Landes. L'objectif n'est pas d'aller beaucoup plus loin, c'est de revenir à des petites cimenteries, les small modular cement plant, qui vont être à l'échelle de bassin de vie. On n'est plus sur des usines géantes, on revient sur un échelon plus sobre, plus raisonnable. En tout cas, c'est ce que nous, on souhaite développer comme modèle. Vous venez d'ailleurs d'annoncer qu'il y en aurait une autre prochainement, plutôt dans la métropole bordelaise, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. L'objectif étant de pouvoir
être sur les bassins de vie concernés directement, de pouvoir utiliser soit des argiles de carrière, soit des terres d'excavation, puisque c'est ça aussi dans la logique de circuit court, de pouvoir réutiliser, réemployer ce qu'on va pouvoir détruire, creuser en local, in situ, sur un rayon de 30 km. Donc aujourd'hui, comme le disait M. Rousset dans son édito là, du rapport annuel, la volonté de Monsieur le Président, c'est de faire la première région éco-responsable. Nous, on s'inscrit pleinement dans cette direction. Et j'en profite pour remercier d'ailleurs la région et Monsieur Rousset pour le soutien que nous avons eu depuis le démarrage du projet. Et aujourd'hui, au-delà du GIEC, de la crise géopolitique, nous avons aussi la crise Covid qui a éveillé les consciences, qui a changé toutes nos habitudes au quotidien. Et on voit que la réindustrialisation, la souveraineté, l'innovation, l'emploi local, aujourd'hui sont au cœur de toutes nos préoccupations. Et on s'interroge sur que faire. En tout cas, dans chaque domaine, nous pensons qu'il y a des solutions. Et dans la construction, pour nous, on ne parle pas de trajectoire à 2050. On va parler aujourd'hui de pouvoir utiliser les matériaux qui sont déjà produits dans les Landes et de pouvoir créer des aménagements extérieurs pour tous. Des bancs, des bordures, des pistes cyclables, des parkings perméables et respirants. Donc tout ça, c'est possible dès aujourd'hui. C'est vraiment excellent. Ce discours, en plus, il fait écho, je pense, à quelque chose qu'on avait évoqué, y compris en préparant avec Philippe la table, et puis aussi très en lien avec, je pense, l'intervention qu'on aura tout à l'heure côté Estia. C'est de se dire aussi qu'on sait bien que les entreprises ont aussi aujourd'hui des difficultés dans les recrutements, dans tout type, des fois, de postes. Mais on voit bien aussi que, et vous en êtes emblématique, sur la figure de l'ingénieur, il y a des choses qui sont en train de bouger, quoi. Le Shift, l'autre jour, a remis son rapport sur l'ingénieur de demain. Il y a eu aussi un rapport officiel qui a été remis à un ministère sur ce sujet. On va en reparler tout à l'heure. Mais ce que ça veut dire aussi que Matereup, y compris d'ailleurs pour ce type de public, est une entreprise qui recrute facilement parce que au-delà en effet d'avoir un job en tant qu'ingénieur chez vous, il y a aussi, on va dire, une raison d'être, un sens que vous venez de nous présenter, qui est peut-être aussi quelque chose qui est très favorable à votre capacité à recruter. Absolument. Donc effectivement, on a des ingénieurs, mais on n'a pas que des ingénieurs chez Matereup. Et c'est un des enjeux forts aussi, ça a été évoqué, et c'est quelque chose qui tient à cœur au niveau de la région. C'est la formation, l'apprentissage, c'est intéresser les gens. Le métier du bâtiment, aujourd'hui, quand on va sur un chantier, voilà, je conseille à tout le monde d'aller voir un chantier, comment ça se passe, c'est intéressant. Et donc oui, il y a des gros enjeux. Et au niveau des ingénieurs, typiquement aujourd'hui, on a des docteurs. On est 2 docteurs au niveau des dirigeants. Donc on a fait des thèses CIFRE dans des grandes entreprises. On a 2 autres personnes on est une équipe de 17 personnes, donc on n'est pas non plus hyper nombreux. On est 4 docteurs dans les 17 personnes. On a 2 ingénieurs en plus. Voilà, et donc il y a effectivement une dynamique de recrutement fort sur ce type de profil, mais également sur des profils opérateurs. Sur des profils des gens qui vont faire les matériaux, qui vont produire au niveau de l'usine. Donc on a une grande diversité de profils au niveau de notre activité. Donc Philippe, vous vouliez réagir ? Oui, non, alors il n'y a pas que l'argile dans le ciment, on est d'accord, hein, donc c'est un ciment qui contient moins d'énergie grise et moins d'émissions de CO2, mais il faut aussi décarboner du calcaire pour faire le clinker, et celui-là, il y a malheureusement une émission de CO2. Et donc pour l'instant, les prospectives sur ça, c'est effectivement ce ciment, 2e pays du monde émetteur de CO2. Si c'était un pays, ça serait le 2e. Voilà, à part des perspectives de capture du CO2, de stockage à la source, mais qui sont encore un petit peu lointaines, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc moi, ce que j'aime sur la question de la construction, c'est vrai que très vite, quand on parle d'éco-conception en construction, on tombe sur les biomatériaux, sur le bois. On voit d'ailleurs des performances impressionnantes en bois avec des trucs qui montent à 10-12 étages maintenant sans difficulté. Mais il y a quand même un sujet derrière de ressources, de forêt qui est soumise avec le changement climatique à un stress hydrique, à des ravageurs potentiels et autres. Donc on ne va pas pouvoir sortir en bois tout ce qu'on voudrait pour tout éco-construire en bois, quoi. Donc il va falloir aller chercher une diversité de solutions. Parmi ces solutions, à mon avis, il y a la construction terre. Même briques crues,
pisé, etc. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, surtout sur des tout petits bâtiments qui ne montent pas trop. Quand on va monter plus, on va plutôt potentiellement être en bois. Et puis quand on va être plutôt en extérieur et en voirie, réseaux divers, etc., on peut trouver des ciments comme ça. Et donc voilà, pour moi, ça va être. Il n'y a pas d'unique solution, mais c'est toute une palette. Et voilà, ça en fait sans doute partie, tout à fait, en cochant plein de cases de la résilience et du local, quoi. Eh ben c'est parfait, comme ça Philippe Wix a rencontré Materop, ça fait une mise en relation de plus à rajouter au rapport d'activité pour 2022 en tout cas. Oui, Emmanuel, si je peux juste rebondir rapidement, effectivement, il n'y a pas que de l'argile crue dans ce qu'on fait, on ne fait pas de la magie. Ceci dit, en fait, on apporte une solution vraiment cohérente à des enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui tout de suite. La RE 2020, donc on parlait en fait des leviers. On a parlé de la puissance publique, on a parlé de la dimension fiscale. D'ailleurs, le Pinel Plus en fait accélère les choses par rapport à la RE 2020. Et aujourd'hui, l'offre des cimentiers, des bétonniers actuellement sur le marché, elle dépend essentiellement du laitier de haut fourneau. Le laitier de haut fourneau, c'est très intéressant par rapport à l'économie circulaire. Sur la dimension CO2, ça peut être aussi intéressant aujourd'hui. Ça le sera un petit peu moins demain parce que les méthodes de calcul vont changer. On va passer sur une allocation différentes et on va passer de 17 kg de CO2 par tonne à plus de 150 et certains bureaux d'études parlent même de 400 kg de CO2. Donc en fait on vient apporter aussi une réponse à ces enjeux-là en fait tout de suite et effectivement la construction en terre on connaît aussi et effectivement c'est quelque chose de très intéressant, le bois aussi. Et je rejoins complètement votre propos sur la multiplicité des solutions. Il n'y aura pas de solution unique. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus continuer à construire comme on construit aujourd'hui et qu'il faut le faire dès maintenant. Et là, je veux juste mentionner aussi ce qu'on fait avec le CSTB. On n'est pas les seuls, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Toute la logique qui est en train de se mettre en place sur l'approche performantielle. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer au niveau de la réglementation et des normes. On est un tout petit acteur, je l'ai dit, on est 17 personnes, mais on essaye de faire porter notre message et de créer un peu une traction avec les différents intervenants au niveau de la chaîne de valeur. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Merci Manuel, c'est en plus important de rajouter en fait que aussi vous faites partie de cet écosystème et que dans cet écosystème, il y a, on l'a évoqué, la région évidemment qui vous a soutenu. Là vous parlez du CSTB, mais on pense aussi à des acteurs du territoire, Saint-Gours-de-Marem, mais je pense aussi à des acteurs avec qui on travaille nous très régulièrement aussi, qui sont ODIS par exemple, Domoland, mais aussi ACD sur la chimie durable, qui sont autant d'acteurs qui contribuent à l'éclosion de projets comme le vôtre aussi. Donc merci. En parlant d'écosystème, faut qu'on avance un petit peu. Je vais passer aussi la parole à Iban Lizarralde, qui est enseignant-chercheur à l'Estia. Merci Iban d'être venu depuis le Pays Basque et Bidart pour nous rejoindre. On aura aussi avec nous, elle est peut-être, je crois que je l'ai vu connecter tout à l'heure, Léa Gros, qui est une étudiante qui nous parle, je pense, depuis Birmingham, mais qui est connectée avec nous et qui est une étudiante Estia. On a souhaité aussi vous proposer de venir et d'intervenir parce que, pour revenir sur ce sujet, finalement, du dilemme un peu que peuvent connaître aujourd'hui aussi les ingénieurs. On a l'impression qu'on a des figures qui se retrouvent entre c'est quoi être ingénieur de demain. On a vu beaucoup d'articles dans l'année questionnant le fait de dire moi je me forme sur des technos hyper hautes, mais est-ce que j'ai envie d'aller travailler dans tel ou tel groupe pour tel ou tel type de produit qui correspond un peu moins à aujourd'hui mes inquiétudes, on va dire. C'est quelque chose auquel vous êtes aujourd'hui vous aussi confronté côté Estia? Oui, bien sûr. C'est notre quotidien, on va dire. Donc Estia, vous connaissez, c'est l'école d'ingénieurs à Bidart, donc au Pays Basque, école trilingue, très orientée à l'international. Pas forcément très loin, hein. On a beaucoup de projets, par exemple, transfrontaliers avec Euskadi. Moi-même, je viens de Mondragon. Vous avez déjà entendu un petit accent. Petite. Elle est gentille. Donc Mondragon qui est au sud, cité coopérative, au sud de Saint-Sébastien. Et donc voilà, au sein de l'Estia, effectivement, il y a là récemment, il y a beaucoup de changements dans la logique de la transition socio-écologique. On met en place pas mal d'actions au niveau de campus déjà. Donc les activités de l'Estia, c'est au niveau de recherche, enseignement et aussi au niveau de l'entrepreneuriat. Donc déjà pas mal d'actions dans les différents domaines. Au niveau campus aussi, tout un travail sur l'efficience des bâtiments, sur l'autoconsommation solaire. Donc un très grand projet d'équiper avec des panneaux photovoltaïques tous nos bâtiments.
Mais pas seulement des panneaux, aussi voilà, d'installation des capteurs, et essayer d'augmenter les taux d'autoconsommation avec des batteries et tout ça, avec les soutiens de la région. Bon, tout ça, ça pose des questions aussi au niveau de low-tech, mais ça nous permet justement de débattre avec les étudiants. C'est ce que disait tout à l'heure Philippe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on bourre un bâtiment bourré de capteurs avec une installation de batteries, etc., mais voilà, à un moment donné, il faut voir les bénéfices environnementaux de tous ces systèmes techniques. Et ensuite, voilà, évidemment, d'un point de vue, on reste quand même une école d'ingénieurs, donc d'un point de vue enseignement, et les changements qu'il y a eu les dernières années, donc un cycle d'ingénieurs en 3 années, une première année où on a développé des modules spécifiques sur la transition socio-écologique, les enjeux de la transition. Donc les enjeux qu'on peut faire par domaine, où il y a d'abord des enjeux qu'on connaît tous, au niveau du dérèglement climatique par exemple, mais aussi au niveau des ressources. Donc déjà, nous avons parlé des enjeux à très court terme d'un point de vue de l'accessibilité à des ressources. Donc voilà, ça permet de situer déjà, de rentrer dans un débat avec nos étudiants, par domaine aussi, c'est-à-dire est-ce que demain, quelle va être la mobilité demain, et comment on va faire les transports aériens. Donc ça peut être donc on collabore avec Safran aussi, avec des exercices très intéressants avec nos étudiants. Dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que les transports, on va pouvoir continuer à aller à gauche, à droite en avion, avec quel type d'avion, avec quel type de motorisation, quel type de ressources pour ces moteurs. Donc voilà, donc c'est ce type d'exercice qu'on va faire avec nos étudiants pendant les premières années. Les deuxièmes années, on va focaliser plus sur des outils, donc des outils d'éco-conception. Nous avons déjà... Philippe a déjà cité les outils d'éco-conception, où effectivement on va essayer de sortir des critères classiques, des recyclages, des efficiences énergétiques, mais on va aller plus sur des enjeux de modularité, de réparabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, concevoir un produit en amont pour qu'il puisse être réparé plus tard. Donc ça on réfléchit ça en amont. Pas une fois que la fabrication est lancée. Les outils d'ACV, les outils qu'on connaît, les analyses des cycles de vie, où on va justement apporter des éléments de complexité, des visions systémiques. Donc, essayer de voir aussi toute la notion de transfert d'impact. Donc, Philippe nous a parlé le transfert d'impact, où l'effet rebond. Un bon exemple, c'est l'effet rebond. Et donc, troisième année d'ingénieur, où effectivement on va parler plus de l'ingénieur responsable. Quels va être les domaines d'ingénieur responsable. Et là, je ne vous cache pas que c'est très intéressant de discuter avec nos étudiants. Donc, il y a effectivement ces questions de la technique, de la technologie. Moi, souvent, je fais la différence avec les étudiants. La technique, c'est tous les outils, méthodes qu'on apprend. Technologie, c'est l'étude de la technique. L'étude de la technique. Et donc, finalement, avec nos ingénieurs, on se rend compte que dans les écoles d'ingénieurs, on apprend un tas de techniques, mais on ne se pose pas, on ne réfléchit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la technique? Pourquoi? Donc, essayer en troisième année de prendre un peu plus de temps de réflexion avec nos étudiants, parce que tout simplement, eux-mêmes, ils se posent de plus en plus de questions. Qu'est-ce que je vais faire demain? Dans quel secteur je vais travailler? Et est-ce que je peux trouver un travail en corrélation avec mes valeurs, etc. non? Alors ça, c'est parfait, Ivan, parce que ça me fait une transition toute trouvée. Pour donner aussi la parole à Léa Gros. Léa, est-ce que vous nous entendez? Alors oui, très bien.
Alors, pour l'instant, on ne vous voit pas encore, mais en tout cas, on vous entend très bien. Ça me permet de faire une petite intro. Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes pas... Merci Léa, bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous nous suivez depuis tout à l'heure. Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes encore à Birmingham et vous n'allez pas tarder à revenir en France. Vous allez d'ailleurs nous dire ce que vous reviendrez faire tout à l'heure. En fait, on vous a proposé aussi cette intervention sur proposition justement de Iban, de Marion et de Patchy à l'Estia. Parce que vous avez un parcours plutôt intéressant, parce que vous, si je ne dis pas de bêtises, vous rentrez dans cette formation d'ingénieur au départ, avant tout parce que vous avez des bonnes notes, quoi. Exactement. C'est plutôt ça. Donc vous rentrez dans une formation d'ingénieur, plutôt ingénieur généraliste, j'allais dire, mais en fait vous ne savez pas forcément tout à fait ce que vous allez en faire au début. C'est ça, moi je cherche vraiment du sens, donc d'où le choix d'une école généraliste pour me permettre aussi d'avoir le temps et de construire mes projets. Et alors, si on vous a demandé justement d'intervenir, c'est parce que l'Estia vous a aussi épaulé, notamment Iban, les enseignants chercheurs de l'Estia, il vient de l'expliquer, hein, dans quelle mesure là, ils essaient dorénavant d'accompagner ça. Et vous, aujourd'hui, si je reprends et je suis fidèle un peu aux échanges qu'on a eus, finalement, vous avez des compétences techniques, mais vous avez eu dans votre parcours humanitaire, mais aussi demain sur la reconnexion avec des sujets d'entreprise. Finalement, vous êtes un peu éloigné de la notion d'ingénieur pour vous focaliser un peu plus peut-être sur la gestion de projet. C'est exactement ça. En fait, grâce à mon expérience à l'Estia, en deuxième année, j'ai pu devenir coprésidente d'une association humanitaire. Et l'Estia m'a permis de mener tout un projet l'année dernière pour accompagner la mise en place d'un système aquaponique au Guatemala. Et donc, j'ai pu voir vraiment l'application de ce que j'apprenais en cours sur ce projet-là, mais aussi toute une partie en gestion de projet qui m'a davantage plu, où j'ai pu trouver justement ce sens que je cherchais. Et j'ai été accompagnée notamment par Iban et les enseignants-chercheurs de l'Estia. Ok, ouais, c'est vraiment intéressant de comprendre cet apport de sens supplémentaire qui allait être un moteur de motivation pour vous. Et si je ne dis pas de bêtises, vous avez aussi suivi un parcours complémentaire qui s'appelle Fertile. Et on en a parlé un petit peu, il est assez intéressant. Si vous pouvez nous en dire deux mots. Oui, tout à fait. Fertile, je les ai découverts grâce à mon réseau. J'ai suivi une formation de 5 jours en immersion au début du mois de février. C'était une formation qui a été à destination justement des étudiants ingénieurs qui se posent beaucoup de questions, qui se sentent parfois mal outillés, pas légitimes, qui se questionnent sur leur place en tant qu'ingénieurs, sur leur engagement, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en fait à cette société. Donc c'est une toute autre forme d'apprentissage qui, moi, m'a énormément aidée. On a déconstruit beaucoup de croyances limitantes, de limites qu'on se pose à nous-mêmes, de peur. On a réappris au travers de la fresque du climat, au travers de différents ateliers, quels sont aujourd'hui les enjeux climatiques pour vraiment mesurer cette urgence et se sentir beaucoup plus outillé. Et voilà. Mais si on en parle aussi, peut-être pour le préciser à nos auditeurs en ligne et dans la salle, c'est un phénomène, je pense, assez intéressant. Fertile, en fait, c'est un parcours et aussi une école parallèle qui est née à l'initiative aussi de gens à Centrale, je crois, Nantes. Et il faut avoir en tête que justement Centrale Nantes aussi est un exemple d'école où les associations d'étudiants ont fini aussi par demander que le prochain directeur ait justement une dimension environnementale extrêmement forte. Enfin, ils ont fait pression et d'une certaine manière sont passés à l'action pour reprendre des formules classiques pour faire bouger ça. Donc on voit aussi des formes de passage à l'action, des associations d'ingénieurs pour faire bouger leurs propres écoles. Si je ne dis pas de bêtises, l'Estia aussi, par exemple, a signé l'accord de Grenoble des écoles d'ingénieurs qui s'engagent dans la transition environnementale et qui devront respecter un certain nombre d'engagements.
Oui, voilà, c'est pas juste un engagement comme ça générique. Effectivement, il y a un tas d'engagements concrets d'un point de vue des actions de recherche, des projets, et aussi d'un point de vue enseignement. C'est-à-dire qu'il y a un montant d'heures concret et qu'on s'engage à faire en première année, en deuxième année, en troisième année. Très bien. Et Léa, peut-être pour finir, hein, on avait dit que ce serait un petit échange, et puis vous avez vu, j'ai un timing un peu dur. Mais si je dis pas de bêtises, là, c'est ce que vous avez évoqué hein, sur votre formation, vos 3 années, votre double diplôme, ces parcours et ces formations complémentaires, ils vont vous ramener quand même sur le territoire, et notamment en Pays Basque, puisque si je dis pas de bêtises, vous avez trouvé aussi un poste prochainement sur le territoire chez un acteur qu'on connaît bien aussi. Tout à fait. D'ici une quinzaine de jours, je serai stagiaire chez Novatech INEF4. Donc j'en suis très heureuse parce que c'est une entreprise qui pour moi justement porte des valeurs qui me correspondent. Donc j'ai vraiment hâte de les découvrir, de travailler avec eux sur des sujets qui m'importent puisque voilà, c'est l'Institut pour la transition énergétique. Donc ils sont vraiment dans tous les domaines qui m'intéressent. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup. On ne va pas vous prendre beaucoup plus de temps et on va vous inviter à suivre la continuité des échanges. Mais en tout cas, merci pour cette ellipse qui nous permet de comprendre que de l'Estia, en passant par les associations humanitaires et des parcours alternatifs de formation, on finit quand même par revenir en Nouvelle-Aquitaine dans des instituts emblématiques. En tout cas, merci pour votre témoignage. Philippe, est-ce que vous voulez réagir sur cette notion d'ingénieur ? Ouais, juste un mot parce qu'on est pressé, mais j'aime bien rappeler l'étymologie d'ingénieur. Ingénieur, ingenieur, quelque chose comme 12e siècle, par là, en bas latin ou en italien, c'est celui qui fabrique les engins de guerre. Et les trucs pour résister aux engins de guerre, c'est-à-dire les fortifications. Et c'est seulement plus tard qu'il va aussi s'occuper des ponts, des chaussées, et puis qu'avec la révolution industrielle, il va aussi s'occuper des machines à vapeur, des mines, bien sûr. Et en anglais, d'ailleurs, l'étymologie est plus proche, puisque engine, c'est le moteur, hein, donc engineer, engine, finalement, on a un mot qui est plus proche qu'en français. Donc du coup, l'ingénieur qui sauve la planète, c'est pas facile, quoi, parce que jusqu'à présent, pour l'instant, c'est des gens qui étaient là pour creuser des trous, sortir de l'énergie et faire des ponts et des chemins de fer pour transporter le charbon. Donc, par contre, ce que je pense, c'est que moi, je vois bien qu'effectivement, il y a une envie énorme dans ces formations. Je pense que ce sont aussi des formations, les ingénieurs, les architectes, les designers, qui sont confrontés à la matérialité du monde, hein, justement, ce monde des usines, ce monde du chantier. Donc, c'est peut-être plus proche que, je ne sais pas, des écoles de commerce, de marketing ou autre. J'ai rien contre ces écoles-là, évidemment, hein, c'est pas le sujet. Et du coup, il y a un peu de tension parce qu'il y a la question de l'employabilité, il y a la question de l'attractivité. Donc il faut que les écoles se transforment, mais il faut aussi que les entreprises soient en capacité de se transformer et pour accueillir justement toute cette envie, tout cet enthousiasme. Et là, je crois que moi, je vois bien chez AREP. Alors, nous, on a un peu libéré la parole, forcément, parce que maintenant, voilà, quand je suis arrivé chez AREP, tout le monde a fait Google, donc forcément, je suis obligé de garder une certaine sincérité, mais je pense que le temps du greenwashing est en train de passer un petit peu partout, et il va falloir, en tant que dirigeant, en tant que manager, faire preuve vraiment d'une grande sincérité, d'une grande humilité aussi face à la complexité, et c'est ça qui va permettre d'attirer et de garder les talents de demain, comme on dit. Très bien, merci beaucoup Philippe pour cette remarque. On va finir notre table. Alors j'espère qu'on continue de nous voir à distance parce que je vois un signal Teams qui est moins joli que la photo que j'avais prévue pour Monsieur Nominé qui est avec nous aussi. Donc vous êtes dirigeant de CDN Horse. Et la marque, on va dire, commerciale du produit qu'on va montrer, mais j'espère que... Voilà, très bien, c'est revenu. C'est MyRoom. Alors, vous venez de la Vienne, hein, vous êtes basé à Valvidienne, si je ne dis pas de bêtises. Et alors, dites-nous un peu quel est votre métier, vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir. Alors, notre métier, c'est très simple. C'est une entreprise que j'ai créée en 2013 autour du bien-être et de l'hygiène dans les écuries, donc vraiment orienté cheval. Je vous en parlerai un petit peu plus loin. Voilà, on se diversifie aujourd'hui vers d'autres secteurs d'activité, mais notre premier métier, c'est vraiment le secteur du cheval. Alors, vous voyez sur les photos, hein, ça ressemble étrangement à une bétonnière, d'où la low-tech, où en fait,
pour répondre à un certain nombre de problématiques qu'on rencontre dans les écuries. Quelles sont ces problématiques? C'est laver les couvertures des chevaux qui sont pleines de terre, pleines de crottins, pleines de poils et qui mettent toutes les machines à laver industrielles à genoux et qui tombent très vite en panne. C'est aussi la deuxième fonction de cette machine, l'entretien des cuirs. C'est aujourd'hui la seule machine au monde qui permet d'entretenir tous les cuirs, toute la briderie, la sellerie, etc. du cheval et du cavalier, puisqu'on passe aussi les bottes et les boots du cavalier dans la machine. Et une troisième fonction qui est le traitement du foin, parce qu'avec les chevaux, on a souvent des problèmes de poussière et de toux des chevaux, et donc on a besoin de traiter le foin. Et cette machine permet de répondre donc à ces trois fonctions de lavage, désinfection, de nettoyage des cuirs et d'entretien des cuirs avec le graissage bien sûr, et également du traitement du foin. Donc pourquoi Lotec? Parce que tout simplement on est parti d'une bétonnière, donc des structures qu'on achète à un fabricant de bétonnières, fabriquées en France. Donc on a fait de l'éco-conception. On est parti d'un produit fabriqué en masse pour un marché de niche, ce qui nous permet d'avoir un produit économique et fiabilisé. C'est un produit où on n'a pas rajouté d'électronique, donc un produit très fiable et qu'on sait maintenir dans la durée. Nos premières machines ont 8 ans. Et à ce jour, je n'ai pas une seule machine qui est passée au rebut. On sait toutes les entretenir et les faire durer. Donc ça, c'est quelque chose d'important. La réparabilité n'a pas de sens pour vous, en fait. La réparabilité n'a pas de sens pour vous parce que nativement, de toute façon, ça ne tombe pas en panne. Tout à fait. Alors, pour aller plus loin, pour répondre aux problématiques de nos clients, parce que bon, une fois qu'ils ont des machines et puis qu'ils veulent laver leur couverture, entretenir les cuirs, les chevaux sont assez destructeurs et un coup de dent par-ci, un coup de dent par-là, ils déchirent une couverture ou quand ils se roulent, la couverture n'est pas assez résistante, elle se déchire. Et puis au niveau des cuirs, c'est un peu pareil, ça finit toujours par se casser. Et donc, on a mis en place une offre de service en interne où on a embauché des celliers harnacheurs pour faire tout ce qui est réparation de tous les produits qui sont entretenus dans la machine. Ce qui fait qu'on est rentré dans cette ère de l'économie circulaire pour accompagner nos clients sur tout l'entretien des produits. Donc voilà, en termes de démarche, on est vraiment à 100%, je dirais, dans cette notion de low-tech et d'économie circulaire. En complément de cette machine, on a créé un séchoir parce que les problématiques, en fait, pourquoi on a créé cette machine? Pour les raisons de produits sales, mais aussi parce qu'une couverture de cheval, c'est aussi un produit assez technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des membranes, ce sont des produits comme les blousons Gore-Tex, Sympatex, c'est-à-dire imperméables et respirants. Et donc, on ne peut pas les laver à haute température, on ne peut pas les laver à grande vitesse, comme c'est le cas dans une machine industrielle. Donc, on lave à froid, à faible vitesse. Donc, ça veut dire qu'on consomme beaucoup moins d'énergie, 4 fois moins d'électricité qu'une machine à laver classique. Je ne parle même pas des machines industrielles qu'il y a dans les pressings, etc. On a vraiment une consommation minimum. Et donc, on a créé un séchoir pour accompagner ce lavage où les couvertures qui sont imperméables et respirantes, il ne faut pas les faire sécher avec des fortes chaleurs, etc. Et donc, on a créé un séchoir avec un design particulier et on l'a alimenté avec simplement des ventilateurs qu'on a récupérés dans des serveurs informatiques. Donc ce qui fait qu'on consomme 120 Wh. Donc par rapport à un sèche-linge, je vous fais la comparaison, c'est 10 fois moins. En plus de ça, on va respecter tout ce qu'on va sécher sur nos séchoirs. Donc voilà, on a été vraiment au bout de la démarche, aussi bien dans les machines que dans les services proposés autour des machines et les accessoires et consommables que l'on a autour. Et alors, si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui, vous avez aussi une offre de service qui accompagne ça. Mais peut-être, pour aller aussi à l'essentiel, ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous êtes en train d'attaquer d'autres marchés. Après les 4000 écuries, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes en train de vous adresser à d'autres types de marchés, comme les pompiers ou des industries des loisirs notamment. Oui, je vous remercie pour l'introduction. En effet, avec MyGroom, on a déjà équipé plus de 4000 écuries en France et à l'étranger. Et aujourd'hui, en fait, à travers des clients qu'on a rencontrés dans des écuries, le meilleur exemple, c'est les pompiers dont vous parlez. Ouais. C'était à Angers, dans le 49, le SDIS du 49, qui nous appelle. Ils disent, ma fille monte à cheval et j'ai vu une machine dans l'écurie, donc c'est pour ça que je vous appelle. Et en fait, les pompiers avaient une problématique, plusieurs problématiques. C'est l'entretien de tout ce qui est longe, baudrier d'escalade, où parfois c'est sale, etc. Et en fait, le fabricant de ces matières refuse que ça soit nettoyé dans des machines à laver, pour les raisons de vitesse, de chaleur, etc. Et on a rencontré ce fabricant, qui est dans le Maine-et-Loire également, qui s'appelle Courant, et qui a
valider notre machine pour faire l'entretien de tous ces baudriers, longes, etc. Et donc, alors il y a les pompiers, il y a aussi tout ce qui est nautisme, avec les gilets de sauvetage, les combinaisons de plongée pour le nettoyage et la désinfection. On a équipé également des activités de motocross. Enfin, vous voyez, toutes ces activités de plein air où le matériel est sale ou encombrant, ou fragile, et donc qui ne va pas dans des machines à laver, ben, notre machine répond parfaitement à tous ces besoins. Bon, eh ben, ça veut dire que toutes les pratiques de loisirs d'excellence qu'on connaît en Nouvelle-Aquitaine, le surf aussi, j'imagine que ça pourrait intéresser un paquet d'écoles de surf de faire appel à votre système. On a trouvé que c'était vraiment un exemple emblématique de quelque chose où vous n'avez pas qualifié de low-tech nativement. Non. Mais en tout cas, vous êtes resté sur une conception produit et une évolution du produit qui s'en rapproche quand même fortement. Merci beaucoup. Par contre, il faut peut-être pas mettre ses bottes comme ça directement dans le truc. En tout cas, ça montre aussi que vous êtes, y compris dans ce secteur-là, vous êtes allé assez loin en termes de représentativité. Je ne sais pas si vous pouvez mettre des selles dedans, j'imagine que non. Ça fait partie des projets de développement. Il faudra en parler aussi. Parce que voilà, on met tout le reste du matériel sauf la selle. Alors, on a déjà fait des essais et on a trouvé déjà la solution, donc ça va venir. Mais voilà, aujourd'hui, on met l'ensemble du matériel, y compris, voilà, c'était une boutade. C'est un cavalier olympique qu'on voit sur la photo, champion olympique à Rio, et qui est un de nos partenaires. Et donc, voilà, il a joué le jeu. Mais on passe aussi voilà, les bottes et les boots dans la machine. Je vous inviterai à en parler. Je ne sais pas s'il était là aujourd'hui, avec Laurent Duret, qui est à notre directoire et qui travaille pour CWD, le groupe LIM. Ça peut l'intéresser peut-être aussi. Mais en tout cas, merci pour ce témoignage. C'est un exemple vraiment, vraiment intéressant et très parlant. On essaiera d'ailleurs de continuer l'aventure. On va mener bientôt des actions aussi dans le domaine du tourisme et des industries et des loisirs. Je suis sûr qu'on pourra inventer un certain nombre de connexions avec les collègues de l'agence. Philippe, je vous laisse peut-être un dernier mot de la fin. Mathieu aussi, si tu le souhaites. Mais il y a le conseil de surveillance qui s'engage en même temps, d'où les allées et venues que vous avez regardé tout à l'heure. C'était pas qu'une aversion pour votre produit, vous inquiétez pas. C'était juste le timing qui les contraignait à y aller. Philippe, je vous laisse la parole. Oui, peut-être juste en quelques phrases. J'avais envie de finir avec une thématique qui m'est chère, qui est en anglais qui s'appelle Shifting Baseline. En français, on dit décalage du point de référence. C'est un truc qui a été inventé par un scientifique qui s'occupe des stocks de poissons, qui s'appelle Daniel Pauly, et qui a montré en fait que, au fur et à mesure que les mers se vidaient, que les océans se vidaient, eh bien, il y avait des référentiels qui étaient donnés par les scientifiques pour calculer finalement quels devaient être les quotas de pêche maximum admissibles, et qu'ils se basaient en fait sur l'état des stocks au moment où ils rentraient dans la carrière. Et donc, au fur et à mesure que les scientifiques anciens partaient à la retraite et que des nouveaux arrivaient, eh bien finalement l'état des stocks de ce qu'on appelle un bon stock de poissons a baissé comme ça. Et puis ça a ouvert plein de perspectives derrière, parce qu'ils ont fait des études avec des familles de pêcheurs en interrogeant le grand-père, le père, le fils. Et évidemment, ce qu'ils appelaient une bonne pêche, c'était pas la même chose. Et puis les gens qui se photographiaient avec des concours de pêche, avec des poissons qui faisaient 1 mètre de long au début du siècle, et puis après qui faisaient cette taille-là, etc. Bon. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette logique de décalage de point de référence, c'est que ça marche dans tous les domaines. Dans le domaine environnemental, globalement, on parle d'amnésie environnementale. Vous savez, le fait de dire finalement, on croise pas forcément beaucoup de papillons dans nos métropoles, mais finalement, ça nous inquiète pas, parce que voilà, les enfants, eux, ils se rendent pas compte, ils ont vécu dans un monde sans papillons, avec beaucoup moins d'insectes, et donc on oublie ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce décalage, ce référentiel, ça marche dans tous les domaines. Ça marche dans le domaine du confort. Alors par exemple, on s'est décalé, on s'est habitué à avoir un niveau de confort exceptionnel. Est-ce que ça marche bien? Avoir des grosses voitures, avoir un chauffage à 22 degrés chez nous, etc. Mais il y a aussi des choses où on s'est habitué à des choses moins bien peut-être. Les embouteillages, j'en sais rien, le bruit, l'accélération sociale. Voilà. Donc l'être humain est très adaptable. Et ce que je trouve intéressant, c'est que il y a une puissance d'action possible derrière ce référentiel. On voit par exemple avec la crise sanitaire, on le voit aussi aujourd'hui avec l'Ukraine, mais ça fait bouger les lignes. Voilà, ça a fait bouger les lignes sur la pratique du vélo. Aujourd'hui, ça fait bouger les lignes sur la question de la sobriété énergétique. Tiens, si finalement on peut se chauffer un peu moins pour l'Ukraine, peut-être qu'on pourrait se chauffer un peu moins demain pour le climat. Et donc, je pense que pour moi, on est vraiment dans une belle aventure. Alors, on fait des scénarios à 2050, 2060. C'est très, très bien de faire des tableaux Excel pour s'amener à 2050-60. Mais effectivement, c'est le aujourd'hui qui est intéressant. Ça a été mentionné tout à l'heure par Mathurin. Voilà, c'est dès maintenant qu'il faut s'engager dans cette transition
fort, avec cœur, et que ça va nous amener du bonheur et du plaisir, parce que ça va aussi recréer d'autres choses, du lien social, de l'envie, de l'enthousiasme. Et donc, on peut se baser sur l'adaptabilité incroyable de cette espèce humaine, qui est à la fois très innovante, mais aussi très imitatrice. On aime bien quand il y a des trucs qui marchent. Si ça marche en Nouvelle-Aquitaine, on va être copié. Donc, voilà, soyons copiés avec des belles initiatives et appuyons-nous sur ces possibilités-là. Voilà, il y a eu un monde où on consommait 3 ou 4 fois moins d'énergie par personne. C'était dans les années 60-70. 60 plutôt, c'était pas particulièrement liberticide, en tout cas pour ceux qui l'ont vécu, je crois, et donc il y avait des moyens de s'organiser et de faire de la sobriété, non pas juste personnelle et de serrage de ceinture, mais systémique, et où globalement on arrivait à consommer moins et à avoir quand même une vie bonne. Voilà. Très bien, merci beaucoup Philippe, merci à vous aussi nos intervenants, merci à vous dans la salle de nous avoir suivis, merci à ceux qui sont toujours en ligne et qui meurent de faim, qui sont avec nous. Nous on sait qu'on va trouver quelque chose juste à côté dans quelques minutes, donc ça va bien. En tout cas merci à vous, moi j'espère quand même que Materop ne sera pas trop copié trop vite quand même, mais en tout cas j'en retiens aussi de tous nos intervenants, que ce soit pour les questions d'ingénieurs et de produits, que c'est finalement aussi intégrer de la sobriété, une nouvelle question, une nouvelle façon de questionner l'excellence, et l'excellence en Nouvelle-Aquitaine. Merci à tous et bonne journée.